Aujourd'hui Julien, mission impossible puisqu'on va parler de la question jurassienne. Est-ce qu'on peut dire que c'est une émission impossible ? Poser des bombes chez des opposants, se taper dessus dans la rue entre bandes rivales, paf paf, bienvenue en Irlande du Nord. Je rigole, ça s'est passé en Suisse. Et ces tensions ont débouché sur la création du 23e et dernier canton, celui du Jura. La question jurassienne, comme on l'appelle, c'est le conflit entre le peuple jurassien et le canton de Berne. Et ça fait 2 siècles que ça dure. Oui, parce que ça dure toujours un petit peu aujourd'hui. C'est l'histoire d'une minorité qui s'est sentie oppressée et qui a lutté de manière acharnée pour se libérer. Quitte à bafouer tous les principes de notre bonne vieille confédération helvétique, on fait exploser le chalet d'un conseiller aux États, on refuse le service militaire et on boycotte les commerces du camp adverse. On vous explique comment et pourquoi on en est arrivé là et ce que raconte vraiment ce drama. Alors ça vient d'où le Jura ? Je vais vous la faire courte. Le Jura c'est une chaîne de montagnes, mais en tant que territoire et peuple, certains le font remonter, surtout les séparatistes, à 999 avec la principauté des princes-évêques de Bâle. À cette époque, la Suisse n'existe pas, puis des siècles plus tard, la principauté connaît la réforme, avec le nord qui reste catholique et le sud qui devient protestant. On ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a plusieurs scissions historiques entre les districts. Encore des siècles plus tard, la principauté est rattachée à la France. Ainsi, le Jura est francophone, sauf à un petit bout, le Lauphonnais, qui est germanophone. Catholique, protestant, francophone, germanophone, vous voyez que ça commence très bien, cette histoire. À la chute de Napoléon, au congrès de Vienne, les vainqueurs redessinent la carte de l'Europe. Le Jura devient un territoire vacant. Comme les puissances craignent que ça redevienne un territoire français, elles vont le donner à Berne. Bon, Berne se fiche pas mal de ce tas de cailloux à l'époque et reste sur son somme d'avoir perdu quelques années plus tôt le Pays de Vaud, sa cave, et l'Argovie, son grenier. C'est comme ça, les habitants ne sont pas consultés et on conclut une sorte de contrat de mariage en 1815, l'acte de réunion. Dès le départ, la greffe elle va poser problème. En effet, les Jurassiens se retrouvent dans un canton oligarchique, protestant, 6 fois plus peuplé. Ainsi, au cours du 19e siècle, il y aura pas mal de conflits entre la minorité francophone et les autorités cantonales. Pour comprendre l'animosité de cette minorité envers Berne qu'on appelle l'ancien canton, je vais prendre 3 faits, mais il y en a pas mal plus. Numéro 1, lors du Kulturkampf, les prêtres jurassiens, trop fidèles à Rome, vont être chassés par les Bernois. En 1874, le conseil exécutif fait occuper militairement 9 villages rebelles et expulse plus de 80 prêtres réfractaires. Des paroisses entières officient de manière clandestine dans des granges ou traversent la frontière française pour aller communier. Ces années de persécution et de clandestinité marqueront longtemps la mémoire collective des catholiques jurassiens. Elles vont nourrir le sentiment d'être une communauté à part et développer un esprit de solidarité et de résistance. Numéro 2, c'est la révolution industrielle. À partir de la moitié du 19e siècle, c'est à la fois une aubaine et un drame pour le Jura. L'horlogerie et les mécaniques de précision, qui font déjà la fierté de la région, prennent de l'ampleur. On voit apparaître des usines, une classe d'artisans ouvriers, fiers de leurs racines. Mais le développement industriel va avoir un impact migratoire sur la région qui va tout changer. Les germanophones vont affluer en masse, surtout dans le sud protestant, parce qu'ils sont eux-mêmes protestants. Ils vont souvent arriver avec leurs vaches et racheter des fermes délaissées par les francophones. Les francophones qui préfèrent aller trouver meilleure fortune dans des fabriques et des usines en ville, ou dans un autre canton. L'essor du ferroviaire va aussi accentuer cette migration. Avec sa colonie de cheminots alémaniques, la ville de Delémont recensait à l'époque 40% de germanophones, contre 10% aujourd'hui. Même s'ils vont plutôt bien s'intégrer, le mythe du Jura germanisé accompagnera toutes les luttes séparatistes puis autonomistes. On craint le grand remplacement suisse-allemand. Ils sont partout. Le remplacement du Rochti. Enfin, numéro 3, arrive le 20e siècle et les 2 guerres mondiales. Des guerres qui creusent le fossé entre alémaniques et romans. Des guerres qui engendrent des crises économiques qui déchirent les régions. Si l'ancien canton de Berne s'en sort plutôt bien grâce à son agriculture, son artisanat et son secteur tertiaire, la partie jurassienne et son horlogerie, extrêmement sensible à la conjoncture, souffrent et se retrouvent isolés en matière de transport notamment. Bah tu sais quoi, c'est encore le cas parce que le dernier train pour rentrer Genève, il a 22 heures, sinon tu dois passer par Bâle et ça te prend 8 heures pour rentrer. Une partie des Jurassiens se sent
abandonnés. Les crises engendrent un exode du Jura qui fait que, numériquement, il pèse encore moins lourd face à Berne. Ces mouvements migratoires expliquent pourquoi, dans la Suisse de 1960, un Jurassien de souche sur 2 vit hors du territoire. Les Jurassiens sont toujours plus isolés au sein du canton et ne se sentent plus maîtres de leur destin. Avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, une fièvre indépendantiste secoue la planète. C'est la création des Nations Unies, la décolonisation, la proclamation du droit de libre disposition des peuples et le rêve d'une Europe pacifique réduite à une fédération d'ethnies. Dans ce contexte, les élites jurassiennes, un petit peu maurassiennes identitaires nationalistes, commencent à se demander s'il ne serait pas temps de s'émanciper. Mais la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, le mentos dans le coca, c'est l'affaire Meucli en 1947. Georges Meucli, conseiller d'État jurassien, n'est pas nommé à la direction des travaux publics du canton de Berne. Sous quel prétexte ? Eh ben sous prétexte qu'il est francophone, alors qu'il parle parfaitement allemand et même le dialecte bernois. L'humiliation de trop pour une partie des jurassiens. La presse jurassienne se déchaîne de bien à Port-Ontruy. Le Jura sous la patte de l'ours, le réveil du peuple jurassien a sonné. Ça, on peut pas nous le faire, on peut pas faire ça à un peuple, on peut pas... Alors, il y a deux sortes de Bernois, ceux qui parlent allemand, et puis les autres sont des citoyens de deuxième cuvée, de deuxième classe. Non. Lui, c'est le rédacteur du Journal du Jura. Il convoque une assemblée populaire à Delémont le dimanche 20 septembre. 2000 personnes répondent à l'appel. Orateur imprévu, l'industriel Daniel Charpillot tient un discours séparatiste très applaudi, proclamant que, je cite, « le Jura peut et doit former un canton ». Ce mouvement, c'est le Rassemblement Jurassien, le RJ, c'est vraiment ce mouvement séparatiste qui luttera sans relâche pour la création d'un nouveau canton. Un mouvement et un homme aussi, qui va théoriser la notion de peuple, de souveraineté, d'ethnie jurassienne, Roland Béglin, le père fondateur du Jura. Mais revenons à l'affaire Meucli. Suite au camouflet, la résistance s'organise. Roland Béglin et ses camarades du Rassemblement Jurassien créent le journal Le Jura Libre pour diffuser leurs idées autonomistes, dont la principale, le Jura est un territoire et un peuple historique, millénaire, celui des princes-évêques de Bâle, un territoire qui a été colonisé par les Bernois et qui doit s'en séparer. C'est un argument discutable, en fait tout ça sont des arguments discutables. C'est un peu une invention de ces séparatistes qui jonglent avec plusieurs notions. Mais bon, pour célébrer ce peuple jurassien qui reprend son destin en main, on crée la fête du peuple jurassien qui aura lieu chaque année à la date de la manifestation en réponse à l'affaire Meucli. On va également élaborer tout un discours autour des racines jurassiennes en parlant de Rorassi, un nom mythologique qui renvoie aux Rorarques de l'Antiquité qui étaient des Celtes qui peuplaient les alentours, un peuple fier et libre qui résistait aux Romains après les irréductibles Gaulois, les irréductibles du Jura. Voilà, c'est ça, on est un peuple de résistants. En tout cas, on construit ce discours. Mais selon plusieurs historiens, eh bien c'est faux. Les Rorarques ne sont jamais allés dans le Jura. En fait, pour créer un peuple, faut que tu crées une histoire, un mythe. Mais là, ils s'arrangent avec des tas de trucs. C'est pour cela que l'hymne de ce mouvement sera intitulé « La Nouvelle Rorassienne ». On va également faire un drapeau représentant la crosse des princes-évêques de Bâle avec 7 bandes rouges et blanches symbolisant les 7 districts. Fête nationale, récit historique, hymne, drapeau, voilà comment on construit un peuple. Une construction née d'une série d'humiliations. Mais les séparatistes vont vite déchanter. Non, le Jura n'est pas uni et rien ne prouve que c'est un peuple. La preuve, c'est la consultation populaire de 1959. L'enjeu est très clair. Si l'issue du plébiscite est positive, une initiative fédérale demandera la reconnaissance du Jura comme canton. Et ça passe pas. Bah non, raté. Le plébiscite montre que si le nord du Jura est pour l'autonomie, le sud et le district germanophone de Laufon ne le sont pas. Cela révèle un clivage géographique, mais aussi et surtout confessionnel et linguistique. Le vote donne plutôt raison aux adversaires du RJ, l'UPJ, l'Union des Patriotes Jurassiens. Ce sont les anti-séparatistes, les pro-bernois. Eux, ils récusent l'idée d'unité du Jura. Pour eux, c'est un mythe, même historiquement. Et pour eux, comme pour les autorités bernoises, cette indépendance, c'est le délire de quelques excités, car le principe même de la Suisse, c'est qu'on peut vivre ensemble, malgré nos différences. Moi je rêve d'un monde où les Genevois et les Bullois ils peuvent aussi vivre ensemble, malgré leurs différences. Non.
Pourquoi le Sud a décidé de rester avec Berne et a donc voté non? Eh bien en partie sans doute la crainte de se retrouver minoritaire dans un nouveau canton à légère majorité catholique et d'être commandé par des curés comme certains le disent. Et puis économiquement aussi, c'est la crise, faut-il se lancer dans l'aventure? Ce n'est pas un peu risqué de créer un nouveau canton loin de la protection de Berne? On ne sait pas trop ce qu'on gagne, mais par contre on sait ce qu'on perd. Bref, on aurait pu en rester là, affaire close, le Jura est trop divisé pour être un peuple et un canton. Finito pipo. Non, ce serait trop simple. Les séparatistes ne vont pas lâcher l'affaire. Au contraire, Roland Béglin et le RJ vont dire que c'est justement la preuve que la colonisation germanophone est allée trop loin et a rongé le Jura industriel du Sud. Nous devons lutter aussi contre une pénétration bernoise dans le sud du Jura surtout, qui a très souvent dépassé le degré de saturation. Cette analyse, elle est contestable, comme si l'assimilé n'avait aucune capacité de réflexion et de libre arbitre, ou comme s'il n'y avait pas de francophones contre. Changement de stratégie. Béglin va abandonner le discours géographique du Jura historique pour celui de Jura ethnique. Selon lui, désormais, le Jura n'est plus une question de limite territoriale, de frontières, mais plutôt d'identité. Pour lui, les Jurassiens, ce sont les francophones. Et donc les germanophones, ou ceux venus de l'immigration bernoise, n'ont pas voix au chapitre, ils n'ont pas le droit de décider, alors qu'ils se sont pourtant intégrés, et ont participé au développement et à la richesse de la région. Et les francophones, ils étaient très heureux de réussir à refourguer leur ferme pour aller se faire plus d'argent en ville. Par conséquent, les séparatistes abandonnent aussi le district de Laufon, la partie germanophone du Jura historique. Donc en fait, ce qu'on voit bien, c'est que le Jura, c'est une notion à géométrie ou à géographie variable. Béglin, lui, il est francophile. En fait, il kiffe pas forcément la Suisse. Pour lui, le jeu démocratique est biaisé, ce sont les Suisses allemands les plus nombreux, ils gagnent tout le temps, et en fait, ils font juste nous tolérer, tout simplement. Schweizerdeutsch ist die schönste Sprache auf der Welt. Béglin, lui, il aime la France. Il a un tableau de Napoléon au-dessus de son bureau. Et dans une revue, sous pseudonyme, il justifiera même la colonisation de l'Algérie en disant, grosso modo, comme c'est fait par les Français, c'est bien. La situation algérienne et jurassienne ne sont pas du tout comparables. Les jurassiens ne sont pas persécutés. Il y a moins de chances de vous faire torturer par un parachutiste dans votre cave à Delémont qu'à Alger. Les jurassiens subissent quelques humiliations, certes, mais bénéficient dans la constitution d'un statut privilégié de minorité. La langue française est la langue officielle de la région. Ils peuvent élire leurs préfets, leurs présidents de tribunaux, leurs juges et leurs enseignants. Et même si Berne provoque clairement en laissant exister et en finançant quelques écoles en allemand, ce qui est contraire à la Constitution, les professeurs jurassiens choisissent leur programme d'études en toute liberté. Non, au XXe siècle en tout cas, les jurassiens ne sont pas persécutés. Leur motivation première, c'est la fierté et la souveraineté. Justement, ils en pensent quoi de tout ça, les jurassiens? Les vrais, pas les élites ou les chefs de groupe. On commence avec le Sud. Plus de 60 ans que j'habite dans le Jura, puis je me suis trouvé toujours à mon aise, quand même nous sommes partis du canton de Berne. Moi, je comprends pas bien. Faut mieux l'allemand que le français. Je suis antiséparatiste. Pourquoi? Ah bien, parce que je tiens pour le canton de Berne et non pour le Jura. J'aimerais surtout qu'on fasse une distinction avec le Jura et Berne. Par exemple, sur notre plaque d'auto, à côté de l'écusson bernois, notre écusson jurassien. Parce que quand on arrive, par exemple, au Tessin ou bien en Italie, on voit qu'on est bernois, on commence à nous parler allemand. Très bon argument, les plaques de bagnole. Pile Nord alors, il en pense quoi? Oui, je suis séparatiste. Pourquoi? Parce qu'on cherche à nous étouffer. Premièrement, comme catholique. Je suis séparatiste. Nous ne pouvons pas nous gouverner nous-mêmes. C'est un micro-trottoir et pas une étude sociologique, mais bon, on est pour parce que on est pour, et puis on est contre parce que on est contre. En 1962, le ton se durcit à cause d'un nouvel affront. Le premier lieutenant de l'armée suisse, le jurassien Romain Berbera, se fait retirer son grade parce qu'il a prononcé un discours lors de la fête du peuple. Oh, qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire! Avec Meucli qu'on a écarté des travaux publics et Béglin évincé du Parti Socialiste, les séparatistes tiennent leur troisième martyr. Les martyrs, figure des injustices, c'est aussi ça qui soude une cause. Un peuple. Les conséquences ne vont pas tarder. Une baraque militaire à Goumois est incendiée. Sur les murs, on retrouve les inscriptions « Vive Berbera » ainsi que 3 lettres qui vont faire trembler la Suisse. FLJ, Front de Libération Jurassien. Référence au FLN algérien. Le FLJ va semer la terreur. Explosion de la ligne ferroviaire Berne-Bienne, grange incendiée, un chalet appartenant à un conseiller aux États bernois
pulvérisée, la Syrie de Mark Oumar, président du groupe antiséparatiste, plastiquée, la population se réveille. Le terrorisme est en Suisse. Pour faire un bon cocktail Molotov, c'est pas compliqué, vous prenez une bouteille vide, vous allumez. Tout le monde se demande comment on en est arrivé là. Les membres du FLJ seront finalement arrêtés et on se rend compte que ces opérations terroristes ont été menées par 3 pieds nickelés, dont le fameux Marcel Boya qui s'enfuira de sa prison valaisanne pour obtenir l'asile politique en Espagne. Pour vous montrer que les membres du FLJ n'étaient pas des pros du terrorisme, pour marquer l'opinion, ils décident d'empoisonner les ours de la fosse aux ours à Berne. Mais ces derniers en fait refusent de manger les carottes infectées de cyanure. Ce jour-là, écrit Boya, j'ai appris quelque chose. Les sympathiques plantigrades de la fosse possèdent une intelligence bien supérieure à celle des membres du gouvernement bernois. Bon, ça c'est marrant. En revanche, faire sauter des infrastructures, c'est pas terrible, hein. D'ailleurs, les séparatistes du RJ ne vont pas officiellement cautionner ces actions. Ils ont bien conscience que c'est problématique et que personne ne les soutiendra en Suisse en cas de nouvelle votation si séparatisme rime avec terrorisme. Mais en même temps, le FLJ leur a bien rendu service. Et oui, les actions violentes du Front de Libération Jurassien ont accéléré l'histoire, car la Suisse officielle a eu très peur. Le FLJ a montré qu'un engrenage de la violence était prévisible si rien n'était entrepris pour résoudre la question jurassienne. Et selon certains, c'est notamment ça qui a permis de remettre sur la table un projet de votation. Mais on n'en est pas encore là. Suite à l'affaire Berbera et aux actions de plasticage, le conflit se cristallise et s'installe durablement dans la région. Des mouvements de jeunesse particulièrement déterminés apparaissent. Du côté séparatiste, c'est la naissance du groupe Bélier. La tactique des béliers consiste à harceler sans répit l'establishment bernois et helvétique. Ton signe astrologique, ce serait pas bélier ascendant jurassien? Ouais, c'est moi, je suis de Mars, fin mars. Je suis bélier, bête à cornes. Ils sont plutôt bon enfant les béliers, hein, la plupart du temps en tout cas. Nous sommes dans la mouvance de mai 68, l'année de la révolte estudiantine en Europe. Ces jeunes qui représentent la relève séparatiste voient dans la création d'un nouveau canton la possibilité de changer l'ensemble de la société. Une société plus progressiste, plus à gauche, plus juste. Les béliers enchaînent les actions choc. Ils infiltrent le palais fédéral, refusent de faire l'armée et se déguisent en Saint-Nicolas à leur procès. Cela ne veut pas dire qu'ils ne se bagarrent pas hein, et qu'ils ne sont pas tentés par des actions plus extrêmes, voire très violentes. Les flingos, disons. Vous-même, vous seriez partisan des flingos? Non, pas du tout, mais il faut y penser parce que la violence, disons, amène la violence et on peut plus reculer. En réaction, en face, les antiséparatistes, les pro-bernois de l'UPJ vont aussi avoir leur mouvement de jeunesse, le groupe Sanglier. Ça fait ce bruit-là, le sanglier? Oh, notre Dieu! Un sanglier qui monte à un arbre, quelle idée cocasse. Les sangliers, eux, ne veulent rien changer. Ils disent que la coexistence, c'est le propre de la Suisse. Une Suisse bien ordonnée, bien disciplinés. Ils ont une mentalité du Jura méridional, calviniste et industriel. L'important ce n'est pas le groupe, mais l'individu. Eux, ils n'ont pas le culte de la langue française, non. Ils ont une vision utilitariste de la langue. Pourvu qu'on se comprenne, c'est ça qui compte. Et ça, c'est une réflexion typique des régions à forte immigration. Enfin, ils pensent que ce serait catastrophique économiquement de participer à ce nouveau canton. Et il y a aussi des groupes de femmes dans les deux camps qui s'organisent. On en parle plus rarement, généralement quand on évoque la question jurassienne. Elles ont pourtant été nombreuses et déterminantes. Elles font du porte-à-porte pour convaincre, tractent et organisent des actions de soutien. Faut dire que ce sont les années où les femmes bataillent durement pour obtenir le droit de vote en Suisse. En 1959, les femmes étaient exclues du débat. Alors, lors du prochain scrutin, elles comptent bien faire entendre leur voix. Franchement, le débat autour de la question jurassienne aurait pu être passionnant. Les deux positions sont entendables. On aurait pu discuter de l'exercice démocratique, du modèle économique, de la répartition financière, de l'écuménisme, de l'éducation, de la possibilité de l'indépendance. Au final, le débat n'est pas vraiment passionnant, il est surtout passionné. Qui a raison, qui a tort? Probablement personne, ou alors tout le monde. On ne s'écoute plus, on ne discute plus, on s'invective, on se fait des coups bas. Genre, je te loue plus la salle communale. On utilise même des morts pour faire de la propagande. Toi, si honnête, jamais tu n'aurais trahi Berne. Même si on se connaît depuis qu'on est né, on se fait la gueule. Les coups bas pleuvent et on boycotte les commerces qu'on étiquette du camp adverse. Les clients habituels qui venaient, on les a plus vus depuis le 23 juin. J'avais une liste noire, on était dessus, quoi.
Bonjour l'ambiance! Voilà ce que ça donne quand la démocratie suisse s'enraye. En même temps, ils avaient qu'à leur louer la salle communale. Quand tu dois organiser ton loto, tu fais comment? Bon, ce qui devait arriver arriva. Une nouvelle votation doit avoir lieu en 1974 et pour faire court, si les districts du Nord disent oui à l'autonomie et que ceux du Sud veulent rester bernois, eh bien on pourra diviser ce fameux Jura historique. Enfin, pour les chefs séparatistes, c'est un crève-cœur, hein. Eux ils voulaient que l'entièreté du Jura reste unie dans cette indépendance. Mais la base en a ras le pompon en fait, hein. Elle accepte de briser le tabou de l'unité jurassienne quitte à ce que les camarades du Sud crient à la trahison. Ils admettent qu'un mini-canton du Jura Nord peut être une étape intermédiaire qu'il peut fournir d'un point d'appui sur lequel on engagera une lutte pour la réunification. Les militants, dont certains se battent depuis plus d'un quart de siècle, en fait, souhaitent saisir l'occasion de voir naître un canton du Jura, fût-il limité à sa moitié nord. En fait, la plupart des gens, ils en ont ras-le-bol de cette histoire. Mais Béglin et l'ERJ espèrent quand même que le Nord et le Sud votent unis. C'est quand même possible. Pour éviter de connaître un nouvel échec comme en 1959, ils insistent sur le fait que seuls les Jurassiens de souche doivent pouvoir voter. Ils font appel à un juriste autrichien, Theodor Weiter, spécialiste d'un nébuleux droit des nationalités. Selon lui, le vote devrait inclure les Jurassiens francophones qui sont partis du canton il y a moins de 3 générations et en revanche exclure les immigrés alémaniques ou romans établis dans le Jura depuis moins de 3 générations. Donc ça veut dire que tu t'es installé avec ta famille, tes enfants y parlent français, t'as tes bêtes, t'as ta ferme dans la région, mais t'as pas le droit de voter. Par contre, celui qui s'est cassé du Jura il y a 2 générations, il a le droit de voter pour le canton. Ce droit du sang contre le droit du cœur sera toutefois refusé, mais ça pose quand même des questions. Si de manière générale le climat helvétique est plus ouvert que 15 ans plus tôt, le contexte économique n'incite guère à l'aventure. La crise pétrolière de 1973 a entraîné une récession générale et l'horlogerie est à nouveau en crise. L'UPJ souligne l'intérêt de rester ancré au grand canton de Berne et craint qu'un nouveau canton ne soit une entreprise coûteuse dont les districts du Sud plus riches devront payer l'ardoise. La tension monte à l'approche du plébiscite. La veille du scrutin, en Ajoie, un jeune militant bélier est tué d'un coup de feu alors qu'il tente de hisser un drapeau jurassien sur un immeuble. Ce sera la seule mort violente enregistrée officiellement durant la longue lutte pour l'indépendance du Jura. Le 23 juin 1974, les Jurassiens se rendent aux urnes en masse. La participation atteint 90%. Surprise, une petite majorité a dit oui à l'indépendance avec 52% de oui. Et comme à l'époque, les 3 districts du Nord ont dit oui et les 3 du Sud, plus le Lofonais, on dit non. À l'annonce du résultat, une foule déferle dans les rues de Delémont sous les drapeaux jurassiens et fraternise jusqu'à l'aube. Roger Schafter proclame sous l'averse « Il pleut la liberté ». Bon, on a vu en avance rapide les causes et les luttes qui ont débouché sur la création du dernier canton suisse, le 23e canton, le canton du Jura. Est-ce qu'il va devenir ce canton révolutionnaire et progressiste, un canton jeune, nouveau, 2.0? Eh bien pas vraiment, hein. Le canton du Jura va rapidement s'institutionnaliser et s'émanciper des séparatistes pour devenir un canton un peu comme un autre, hein, loin de ce canton de combat qui devait lutter pour rattacher le Sud comme le rêvait Béglin. Après l'indépendance, en fait, la lutte va se déplacer vers le Sud et ça va être encore chaud, mais les choses vont progressivement se calmer. Même s'il y aura encore quelques plastiquages et le vol de la pierre d'Unspunnen, mais on va passer à aujourd'hui. Récemment, Moutier a voté pour rejoindre le canton du Jura, mais nous sommes encore très loin de la réunification du Jura historique et millénaire, rêvé ou fantasmé par les séparatistes. L'époque a changé. Et la question jurassienne ne passionne plus les foules. La preuve. La question jurassienne agite-t-elle les réseaux sociaux? Peut-être que les jeunes aujourd'hui n'ont plus la même appartenance culturelle à une région, les frontières leur parlent moins. Ça donne l'image d'un combat d'arrière-garde, la question jurassienne. Mais qu'est-ce qu'elle en pense, la vieille garde? Vous avez l'impression que les jeunes aujourd'hui, ils sont investis par la chose? C'est très difficile à dire. J'en rencontre qui sont très investis et j'en rencontre qui préfèrent faire la jaba. C'est quoi le sens de voter sur cette question en 2013? Mais c'est un sens existentiel. Mais la question jurassienne en 2013, c'est... Du passé, de l'imbécilité, de la perte de temps, de la perte d'argent. Je pose des affiches pour le non le 24 novembre parce qu'il s'impose. Ouais, placarder des affiches avec une agrafeuse sur un panneau en métal, ça fonctionne pas. Mais dans le temps, il était en bois. Je suis un peu embêté.
L'époque a changé, la nouvelle génération n'a pas connu les humiliations d'antan. La ferme Clie, c'était il y a plus d'un demi-siècle. Et puis on n'est plus au sortir de la guerre, hein. Le monde s'est agrandi, s'est internationalisé. La perception des ethnies et des frontières ne sont plus les mêmes. Le travailleur frontalier, maintenant c'est le français, hein. Ce n'est plus celui du canton d'à côté. Et le sentiment d'être suisse est désormais aussi fort que celui d'appartenir à un canton. Peut-être même plus parfois. Alors est-ce que ça veut dire que la jeunesse se fiche de tout ça et ne pense qu'à danser? Peut-être pas, peut-être qu'elle a d'autres problèmes à régler. Ça sert à quoi les frontières des princes-évêques de Bâle quand la planète est en train de brûler? Et peut-être que le fait que cette question jurassienne ne déchaîne plus les passions, c'est peut-être une bonne chose, hein. Ça veut dire que les gens se respectent et que cette minorité francophone n'est plus opprimée. Plus qu'une question de frontières, est-ce que ce n'était pas ça le combat à la base? Pouvoir décider de son destin et être respecté. Est-ce que le combat il n'est pas gagné? Ou est-ce que je viens de légitimer une colonisation? J'en sais rien. Je n'ai pas de certitude, ce sont des interrogations et n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire. La question jurassienne, elle est passionnante car elle nous force à nous questionner sur de nombreux points. Qui a la légitimité sur un territoire? Jusqu'où peut-on aller pour se faire entendre? Quels sont les effets de l'immigration sur le sentiment d'identité? La démocratie suisse protège-t-elle assez les minorités? Qu'est-ce qu'une minorité? Qu'est-ce qu'un peuple? Qu'est-ce qui fait peuple? Une langue? Un récit historique? Une géographie? Une économie? Une religion? On l'a vu, tous ces arguments ont été mobilisés lors de ce conflit, parfois de manière pertinente et parfois non. En fait, pour citer le sociologue Bernard Vouta, c'est un conflit qui porte sur le sens du conflit. Le temps et l'espace ne sont pas donnés, ce sont des enjeux. Les critères de délimitation, la langue, la religion, l'histoire et les traditions ne sont pas des faits bruts que l'on peut constater objectivement. Ils sont l'objet de représentations sociales et sont par là même investis de sens. Bernard Vouta qui écrit, et c'est pas mal, à la question de savoir pourquoi les Jurassiens se mobilisent, on répond tantôt parce qu'ils sont Jurassiens et tantôt parce qu'ils veulent le devenir. Je m'arrête là et je vous pose la question, qu'est-ce qu'une ethnie ou un peuple finalement? Et la question jurassienne a-t-elle encore du sens en 2024? C'est terminé pour aujourd'hui, j'ai fait relire mon texte par le sociologue Bernard Vouta. Il vient lui-même du Jura. Et si jamais vous n'êtes pas d'accord avec ce texte, on se retrouve à Chauvenay, à la Saint-Martin, ou en gare de la motocross. Vous me commandez une Virgin Damascine et on en parle, on en discute.